Jusqu'à midi, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Infield au FM 103.7. Mon invité de cette semaine a un baccalauréat en histoire et sociologie, également de maîtrise en histoire. Il travaille dans le domaine des communications depuis 1986. C'est l'auteur Michel Jean. Bonjour Michel, vous allez bien? Bonjour Amélie, oui, très bien, merci. Et j'aimerais qu'on parle de vos livres. Vous avez écrit 6 ouvrages. Un premier par rapport à J.E. Oui, en fait, moi j'étais certain que j'allais écrire quand j'étais jeune. Puis à un moment donné, j'ai eu 40 ans, mais je me suis rendu compte que j'avais rien écrit. Je me dis ça va faire partie des choses qu'on pense qu'on fait dans notre vie, mais que finalement on ne fait jamais. Et c'est le hasard qui m'a amené. Quand je suis arrivé à J.E. à l'époque, l'émission avait changé de vocation. C'était plus une émission de consommation. Puis on cherchait une manière de renforcer la nouvelle image de l'émission. Puis j'ai dit, on va faire un guide de consommation. Et là, j'ai fait le premier livre comme ça avec les recherchistes de l'émission à l'époque. C'est pas de la littérature, on s'entend, c'est un ouvrage pratique, mais je passais à travers les étapes, les différentes étapes pour le projet, l'affaire, l'écrire, la révision. Puis là, j'ai eu le livre. Tu sais, bon, ben, j'ai dit, OK, au moins j'aurais vu c'est quoi. Et après ça, on m'a proposé un projet d'un livre qui n'a pas fonctionné, mais qui est devenu envoyé spécial, qui était du journalisme, mais littéraire. Là, je racontais, chaque chapitre racontait une histoire qui racontait un aspect du métier d'envoyé spécial, mais toujours à partir d'événements que moi j'avais vécu dans des missions. Et après ça, c'est arrivé un premier roman. Alors c'est comme ça que ça s'est fait comme une marche à la fois, si on veut, à partir du guide J.E. de survie du consommateur, à aller jusqu'à mon dernier livre, qui est mon 4e roman. Mais depuis le début, l'idée d'écrire un roman, est-ce que c'était là? Ben, comme je disais, quand j'étais jeune, j'étais sûr que j'allais le faire, mais je ne sais pas si j'aurais été capable de commencer direct avec un roman, finalement. J'étais pas quelqu'un qui lisait beaucoup de romans. J'ai toujours lu beaucoup, mais je lisais beaucoup des essais, des trucs comme ça. Puis à un moment donné, j'ai commencé à lire plus des romans. Et maintenant, je lis pratiquement juste ça. Mais je pense que moi, je suis quelqu'un qui, dans tout ce que je fais, je suis tout le temps, je m'améliore. Je commence et je m'améliore. Et il y a des gens qui commencent et tout de suite en partant sont excellents. Moi, je suis pas pire en partant. Puis j'essaie d'être de mieux en mieux. Alors, c'est quelque chose, c'était comme une démarche qui était naturelle pour moi. Tu sais, j'ai grandi dans ça, je me suis développé et je suis content qu'au bout du compte, ça soit fait comme ça parce que chaque livre est différent et chaque livre est un pas de plus que je fais. Et j'ai pas l'impression de me répéter. En fait, c'est le contraire. Des fois, j'ai l'impression que peut-être que je vais dérouter les lecteurs parce que mes livres sont si différents les uns des autres, là. Mais c'est ma démarche. Hein. C'est comme ça que j'ai fait les affaires. Les 2 derniers parlent des Autochtones, en fait, mais les 2 premiers, c'est complètement différent. Ça ne veut pas rapport, non. En fait, c'est un hasard. Mon premier livre, le personnage est un journaliste qui s'en va enquêter sur les liens entre les gangs de rue à Montréal et le gouvernement Aristide en Haïti en 2004, au moment où Aristide est parti. Et donc, un mélange de vérité, de vrais personnages et de fiction. Mon deuxième roman est un livre où je voulais... je trouvais qu'au Québec, il y a beaucoup les femmes parlent beaucoup de l'amour et de la relation homme-femme, pas beaucoup les gars. Puis les gars sont en général représentés comme des losers finis à la invincible. Et moi, je me sens pas comme ça, puis je n'étais plus capable. Alors, j'ai voulu faire un livre qui présentait le regard masculin. Puis après ça... Comment ça a été reçu, la gente féminine, ce roman-là? Ben, très bien, oui. En fait, ce livre-là est un beau succès, puis les gens... Au contraire, j'ai eu beaucoup de filles qui l'ont lu étaient contentes d'avoir un autre point de vue que le point de vue que sont habitués de recevoir dans un livre. Fait que c'est un livre qui était très bien reçu. Il y avait eu une super bonne critique. Là, je me souviens Daniel Lorraine dans Le Devoir. Fait que j'étais content. Mais Elle et nous, mon livre précédent, puis Le vent parle encore, sont tous les deux nés un peu d'un hasard. Le premier est né d'un événement. C'était au funérailles de ma grand-mère, qui est amérindienne. Et quand on est au salon funéraire, on ferme le cercueil, on fait une dernière prière, on fait ça. Et là, il y a quelqu'un qui dit, au moment où on s'apprête à fermer le cercueil, quelqu'un dit, est-ce qu'on pourrait faire une dernière prière dans la langue de Jeannette? Parce que moi, ma grand-mère est née dans le bois, elle a vécu en nomade jusqu'à l'âge de 17 ans, jusqu'à ce qu'elle se marie. Mais elle nous a jamais beaucoup parlé de ça. Alors, c'est resté dans la famille, c'est comme quelque chose qui était là, mais c'est pas quelque chose dont on parlait beaucoup. Et elle-même, elle s'ouvrait pas beaucoup à ça. Alors, là, ils ont fait la prière en Innu, puis ils chantaient. C'était comme une scène de film. Puis c'est comme si tous les Amérindiens de la famille, on les voyait, là. Puis c'est un côté de la famille qu'on connaissait moins. Ça devait être émouvant. Très émouvant. Et tout le monde était très ému. Puis après ça, on s'en va au restaurant, comme dans toutes les familles. Puis une des Amérindiennes, ma grand-mère était la sœur de son père, donc c'était sa tante. Puis elle vient me voir, puis elle me dit, Michel, je veux te dire une chose. Moi, je ne l'avais jamais rencontrée, c'est la première fois qu'on se voyait. Elle dit, je veux te dire une chose. J'ai dit, oui. Elle s'appelle comme ma grand-mère, Jeannette. Elle dit,
je veux dire que l'Indien, tu l'as dans toi. Je dis, oui, c'est une belle phrase quand même, là, merci. Mais j'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire par ça? Ben, elle dit, je te regarde à la TV dans des reportages, puis c'est vrai que j'ai couvert des trucs à l'étranger, des guerres, des situations, des zones de danger, tout ça. Puis elle dit, t'es toujours calme. Les gens s'énervent autour de toi, tu restes calme. Elle dit, ça, c'est indien. Ça m'avait frappé parce que c'est vrai que j'étais comme ça, mais j'ai toujours pensé que c'était un trait de caractère, non pas un trait culturel. OK. Et là, ça m'a amené à amorcer une réflexion sur qu'est-ce que de nos grands-parents, de nos parents, qu'est-ce qui survit jusqu'à nous. Là, j'ai commencé à regarder les photos, puis qu'est-ce qu'il y a d'Indien et tout ça. Et là, le livre se voulait un regard ou une réflexion sur l'héritage familial, sur l'héritage culturel aussi. Et donc, ça a été ça. Et j'ai fait Elle et nous, qui s'appelait comme ça. Et à un moment donné, ma cousine, elle me parlait, et je ne pensais pas que j'en ferais un autre livre, moi, qui toucherait ce sujet-là. Non, mais j'avais raconté ce que j'avais à dire. Puis à un moment donné, ma cousine, elle me racontait une autre histoire. Elle a commencé à me raconter quand elle était jeune, qu'elle allait au pensionnat autochtone, qui était sur une île à la baie James, qui n'avaient pas le droit de se faire appeler par leur nom, qui étaient des numéros. Elle me raconte une série d'horreurs. Tout est allé là, puis les gens ici allaient là. Quel âge qu'elle a? Elle a 70 ans à peu près, mais il y a des gens qui ont... le dernier pensionnat au Canada a fermé en 1996. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont allés jusqu'à récemment. Moi, j'avais déjà fait des reportages dans l'Ouest canadien quand j'ai travaillé pour Radio-Canada en Saskatchewan puis en Ontario sur les pensionnats autochtones. Je savais que ça existait, mais je ne savais pas que ça existait et que ça avait existé au Québec. Et ça m'a frappé parce que l'origine des pensionnats, c'était d'assimiler les Indiens. Et puis, ça m'avait choqué que nous, au Québec, les Québécois, entre guillemets, de souche, que l'assimilation, c'est quelque chose qui nous fait peur. Lord Durham, quand on apprend ça dans nos cours d'histoire, on le déteste. Lord Durham, c'est un méchant. Mais on ne parle jamais des Inuits. Oui, mais on a fait la même chose. On a voulu faire la même chose avec les Indiens, nous, avec les Amérindiens. Alors là, ça m'a interpellé. Alors, c'est comme ça qu'est né le deuxième. Alors, c'est pas une volonté de faire des livres sur des sujets comme ça, c'est que le sujet s'est imposé. Mon prochain livre ne traitera pas d'une question Inuit ou amérindienne. Mais c'est ça, c'est des histoires, c'est des livres qui sont nés. Ce livre-là, je me disais qu'il est né d'une confidence en réalité. La confidence m'a amené à découvrir quelque chose que moi je ne connaissais pas, dont je ne connaissais pas l'ampleur. Et j'ai voulu savoir. Une fois que j'ai su, j'ai voulu le raconter. Puis un roman, pour moi, ça me sert à raconter des histoires où est-ce que... C'est pas facile à parler des questions amérindiennes parce qu'il y a beaucoup de racisme au Québec. On dira ce qu'on voudra, là. Encore plus avec les Autochtones. Plus, ben oui, c'est certain. Je veux dire, et c'est pas besoin de gratter longtemps, là. Et... c'est pas des sujets qui sont populaires. Moi, je suis journaliste, là, mes patrons, là, quand je leur propose des sujets qui touchent les Indiens, ça ne les intéresse pas. Là, je me suis déjà fait dire par un patron, ça ne nous intéresse pas les questions qui touchent les reportages sur les Indiens, Michel. Il m'a déjà dit comme ça. Et mais fait que c'est pas facile, mais je pense quand même que dans un roman, tu peux arriver à, au lieu d'essayer de convaincre les gens de quelque chose avec des arguments, tu peux leur raconter une histoire qui va les toucher. Donc, tu es convaincu par le cœur, par les sentiments. Et là, tu les fais réfléchir, puis eux-mêmes vont décider s'ils vont changer d'idée ou pas. C'est plutôt que, comme un politicien, je vais te convaincre avec un argument qui va être irréfutable. Je vais te raconter une histoire, puis après ça, tu me diras si tu vois les choses de la même manière. Alors moi, j'opte pour cette méthode-là. Et je peux te dire que la méthode est vraiment très, très bonne parce que le dernier livre, Le vent en parle encore, moi, je suis restée touchée, troublée, mais en même temps fâchée par rapport à mes gouvernements en terminant le roman. Je suis restée habitée longtemps. C'est ça, vous me dites ça, puis... je veux dire, vous êtes la troisième personne qui m'en parle, qui l'a lu, à part les gens. Moi, je l'ai fait lire par 2 personnes. J'ai comme 2 lectrices. Puis, à part mon éditrice, je ne fais pas lire mes livres par beaucoup de gens quand je les écris. Okay. Fait que quand le livre sort, tu attends la réaction. Puis, je ne savais pas trop comment les gens réagiraient, parce qu'il y a comme plusieurs niveaux quand même à ce livre-là. Puis, vous voyez, vous êtes la troisième qui réagit en me disant qu'ils sont choqués. Je suis content de certaine manière, là, mais je n'étais pas certain comment les gens réagiraient. Est-ce que les gens vont être touchés, choqués, tout ça? Tu sais pas, mais l'histoire est choquante. T'sais. Mais c'est troublant, on parle d'agressions sexuelles, d'enfants qui sont complètement sortis de leur famille pendant des mois. Oui, exactement. On les prenait, là, et les petits Inuits, là, qui étaient à Mashteuillache, puis, je veux dire, on est à Mashteuillache, on est à côté de Roberval, là, on n'est pas... c'est les gens, puis c'est comme ça, dans toutes les communautés amérindiennes, c'était pareil. On les prenait, puis à 6 ans, là, on les amenait pendant 10 mois dans un pensionnat. On les embarquait sur un avion. Et puis après ça, on les envoyait. Dans l'avion, moi, c'est ça qui me troublait. Non, tout empilé dans l'avion. Puis dans la vraie vie, je ne l'ai pas raconté dans le livre comme ça, ma cousine me l'avait raconté, c'est encore pire, c'était des hydravions. Okay. Ils marchaient sur l'hydravion, il n'y avait pas de se noyer, tombait à l'eau, ils ne savaient pas nager. Puis quand tu débarquais là-bas, ils vous comptaient, là, quand tu sortais 1, 2, 3, 4, 5, puis le chiffre que tu étais, ça devenait ton nom. Tu n'avais pas l'autre de... Si tu t'appelais X,
Tu t'appelais plus X, tu t'appelais 32, 33, 34. Et puis, tu n'avais pas le droit de parler ta langue. Il se faisait punir, etc. Il y a eu beaucoup de... moi, l'histoire se situe dans un pensionnat, qui est le pensionnat de Fort-Georges. Mais ce que je raconte, c'est passé, mais pas nécessairement dans ce pensionnat-là. C'est-à-dire que les agressions sont arrivées, je les ai pris de témoignages d'anciens pensionnaires. Et j'ai regroupé ça dans un pensionnat pour faire une histoire. Mais, je veux dire, les agressions, il y en a eu beaucoup. Des gens des petites filles qui se faisaient mettre enceinte par les prêtres, qu'on envoyait à l'extérieur pour être avortées. Je veux dire, moi, ma cousine m'a raconté que sa sœur est tombée malade quand elle était là-bas. Puis, à un moment donné, ils l'ont envoyée ailleurs à l'hôpital. Ils ne l'ont jamais revue. Elle est morte. Ils n'ont jamais su où était le corps. Et ma cousine, Jeannette, a retrouvé où était enterrée sa sœur, que depuis 50 ans, en réalité, même plus que ça, depuis 60 ans, dans une fosse commune à Ganawagi. Fait qu'ils l'avaient envoyée à l'hôpital à Montréal. Ils n'ont pas donné de nouvelles. Elle est morte. On ne sait pas ce qui s'est passé. Ils l'ont enterrée dans une fosse commune. Fait qu'elle est arrivée, puis dans une zone là, de 30-40 pieds carrés, là, sa sœur est enterrée là. Là, elle l'a su quand elle avait 70 ans. Mais la mère, les parents, tout ça, votre fille, elle tombe malade, on l'a envoyée à l'hôpital, puis il n'y avait pas de contact. Alors, ça, c'est des histoires. Alors, imaginez ce que ça a comme impact sur une petite fille de 6 ans, un petit garçon de 10-12 ans, d'être pendant 10 mois. Puis après ça, quand ces gens-là retournaient chez eux, bien, pendant 10 mois, ça faisait dire que leurs parents, c'était des imbéciles, des incultes, qui ne savaient pas lire, qui ne savaient pas parler français. Fait que quand ils revenaient, ils commençaient à le croire. Puis leurs parents, eux, avaient un complexe par rapport à leur enfant, parce que leur enfant, supposément, se faisait éduquer. Mm-hmm. Ça a brisé les liens intergénérationnels. Et aujourd'hui, il y a plusieurs études qui le démontrent, que les problèmes sociaux qu'on voit chez les Autochtones, l'alcoolisme, toxicomanie, violence conjugale, etc., ça existe, là, ça c'est vrai, mais que beaucoup de ces choses-là, le lien est direct avec le traumatisme causé par les pensionnats autochtones. Nous, aujourd'hui, on regarde ça, puis on voit un itinérant dans la rue à Montréal, on dit, bon, c'est sûr, les Indiens, ça prend un coup, hein. Mais le fait est qu'il y a des raisons à ça. Et moi, dans le livre, c'est un peu pour ça que je l'ai écrit, le livre, c'est que ça explique pas que ça excuse pas le fait qu'il faut que les Autochtones se reprennent en main, c'est pas ça que je dis. Mais le fait est qu'il y a des causes à ça. Mm-hmm. Et une fois qu'on sait pourquoi, à un moment donné, on regarde les choses avec un peu de perspective. Les pensionnats, ça a été un traumatisme. Et ça a été des milliers de drames. Il y en a mort 4000. Okay, mais ça, 4000, c'est ce qu'on sait maintenant. Ça va être beaucoup plus que ça. On s'en parlait dans 10 ans. Ça va être beaucoup plus que ça. Là. Quand j'ai commencé à écrire le livre, c'était 3000. On est rendu à 4000. Je veux dire, il y avait des pensionnats où il y avait 25% à 50% des jeunes qui mouraient. Il y avait des épidémies de maladies infectieuses, puis on les laissait dormir dans des dortoirs communs. Les prêtres le savaient. Ils savaient. Ils les laissaient là-dedans pareil. Tuberculose, là, ils savaient en 1925 là, pourquoi les médecins, il y avait un médecin qui est le médecin en chef du ministère des Affaires indiennes, avait écrit plusieurs lettres disant on est en train de tuer des centaines, des milliers de jeunes, il faut faire quelque chose. Puis on l'a mis dehors, ce gars-là, plutôt que de l'écouter, parce qu'on ne voulait pas l'écouter. Alors, ces choses-là se sont passées. Ces jeunes ont été agressés, ils sont morts. Et puis aujourd'hui, quand on regarde, le Canada a reconnu Harper, a fait des excuses officielles, a reconnu que le Canada avait voulu assimiler les Indiens, s'en est excusé. Mais aujourd'hui, là, les Nations unies considèrent que ce que le Canada a fait, si on le faisait aujourd'hui, là, ce serait considéré comme un génocide. C'est-à-dire prendre des enfants en fonction de leur couleur de peau, c'est des Indiens, les séparer de leur famille pour les couper de leurs racines puis les assimiler. Ça, aujourd'hui, un pays fait ça, c'est un génocide. Alors, on ne le dit pas qu'on a fait un génocide au Canada, mais le fait est qu'en réalité, on l'a fait. Et personne n'est au courant. Si vous me permettez, Michel, on va aller en musique, on se reparle dans les prochains instants.